Bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour entendre parler de physique, parce qu'on va presque pas parler de Star Wars ce soir évidemment. Alors vous êtes venus pour Star Wars, vous êtes fait rouler. Non, on va parler de physique et de Star Wars, c'est ça qui est un peu paradoxal, on va parler de physique et de Star Wars. Enfin, quand j'entends par paradoxal, je veux dire par là que on a tendance à dissocier, disons, la science-fiction et toutes les œuvres de l'imaginaire de la science. La science-fiction étant associée à l'imaginaire, bien sûr, voire à l'irrationnel, tandis que la science est plutôt associée au rationnel, au raisonnement parfait et à la vérité, disons. Alors, si on peut faire de la physique avec Star Wars, c'est tout simplement que Star Wars est un endroit où on nous montre beaucoup de manifestations de la physique, beaucoup d'engins, beaucoup de gadgets, et puis des voyages dans l'espace, des planètes, des soleils et tout un tas de choses extraordinaires, et que ces manifestations ressortent de la physique, et donc la physique se sent autorisée d'en parler. Alors bien sûr, inutile de vous rouler non plus dès le début, la plupart des choses qu'on voit dans Star Wars ne marchent pas. J'entends par là que Lucas n'a pas cherché à faire un film qui soit cohérent scientifiquement, il n'a pas cherché à faire un film qui soit didactique pour la physique ou pour les sciences en général, il a cherché à faire un film qui soit esthétique, qui soit agréable à regarder et qui soit plaisant pour le spectateur. Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on imaginerait faire en physique, de ce qu'on pourrait faire sur Star Wars. On ne peut pas aller aussi loin qu'on peut le faire sur la nature. Quand les chercheurs étudient la nature, ils cherchent à faire ce que je vais faire ce soir sur Star Wars. Ils cherchent à trouver une certaine cohérence dans les lois de la nature, trouver ces lois de la nature et trouver leur cohérence pour essayer d'expliquer le maximum de phénomènes avec le minimum de lois ou le minimum de concepts. Dans Star Wars, on va essayer de faire la même chose, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la réalité, entre guillemets, la réalité qui nous est montrée, quelles lois peuvent se cacher derrière, comment est-ce que ça peut fonctionner, et donc finalement mener une enquête scientifique, donc une enquête comme une enquête policière, mais une enquête qui utilisera les outils de la science pour tenter de comprendre comment tout cela fonctionne et trouver de l'information qui n'est pas donnée explicitement par le film. Information qui n'est pas donnée explicitement, un exemple, quelle est la taille de l'étoile de la mort? Ça, il n'y a nulle part dans aucun film, on vous dit ça fait 323 km par exemple, ou 1682. On n'en sait rien, on sait que c'est assez gros. Manifestement, c'est un assez gros engin, mais on ne connaît pas sa taille exacte. Pareil, on peut se demander comment les véhicules de Star Wars fonctionnent, ou le sabre laser, évidemment. Là, c'est encore plus emblématique de la série. Alors, cette enquête que nous allons mener, comme je le disais, elle se compare tout à fait au travail du chercheur, en ce sens que le chercheur essaie donc le chercheur en sciences en général et en physique en particulier, essaie de trouver quelles sont les lois, quels sont les concepts qui unifient les phénomènes qu'il observe ou sur lesquels il expérimente. Et nous allons faire la même chose sur Star Wars, à une petite différence près, c'est que la réalité qui nous est montrée, encore une fois, la réalité de Star Wars, entre guillemets, cette réalité est une réalité évidemment entre guillemets, cette réalité qui nous est donnée, on ne peut pas agir dessus, c'est une différence quand même par rapport à la physique habituelle où on peut faire des expériences en laboratoire, on ne peut pas agir dessus, on ne peut pas s'y projeter, on ne peut pas y aller, elle est derrière l'écran. Alors l'écran de votre télévision, quand vous regardez un DVD, ça ne sera pas un écran de télévision et ça ne sera pas un DVD, c'est un monde qui se joue derrière une fenêtre ouverte et vous êtes dans un vaisseau spatial, mettons chez vous, et vous regardez à travers une fenêtre. Voilà la position qu'on doit avoir maintenant, une position d'observateur d'une réalité. Et donc la position que nous aurons vis-à-vis de Star Wars se compare à celle du chercheur, du physicien, et même plus particulièrement de l'astrophysicien, qui, pour vous dire que l'univers a 13,7 milliards d'années, que la température au centre du Soleil est de 15 millions de degrés, qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie. 15 millions de degrés. Et qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie. Eh bien, la seule information dont il dispose pour vous dire toutes ces choses, c'est la lumière qui vient du ciel, lumière qui lui tombe tout cuit, si j'ose dire. Enfin, il faut quand même faire un certain nombre d'efforts pour aller la chercher, cette lumière, pour la récupérer, pour l'analyser essentiellement. Mais de cette lumière, il vous tire toutes ces informations. Il ne peut pas agir sur les étoiles qu'il observe, il ne peut pas se rendre dans les galaxies ou près des étoiles qu'il observe, il l'est en tant qu'observateur, en tant que spectateur, et c'est ça aussi qui particularise la position de l'astrophysicien dans les physiciens. Donc nous aurons ce soir la position d'un astrophysicien vis-à-vis de cette réalité de Star Wars.
Alors les thèmes que je vais tenter d'aborder ce soir sont présentés ici. Je ne suis pas sûr de les aborder tous. D'abord parce que j'ai tendance à être bavard. Ensuite, parce que d'habitude je parle très vite et que là je vais devoir ralentir considérablement mon débit pour tenir compte de nos amis malentendants et de la traduction en langue des signes. Donc je ne suis pas sûr d'aborder tous les thèmes ce soir. Je vais quand même essayer de parler à peu près 1 heure. Et on devrait atteindre normalement la fin de l'étoile de la mort. Et on pourra discuter pendant les questions des thèmes suivants et puis d'autres, tous les thèmes qui vous paraissent intéressants, qui vous intéressent. Alors les 3 premiers me paraissaient les plus importants, c'est pour ça que j'en parlerai d'abord. La force, évidemment, la force des Jedi, dont on peut se demander quelle est son origine, quelle est sa nature. Le sabre laser, parce que je pense que vous êtes venus ce soir ici pour savoir comment on construit un sabre laser. Vous allez en faire un chez vous ce soir, c'est tout à fait certain. Et l'étoile de la mort, alors ça, vous n'en ferez pas une chez vous ce soir, mais on va essayer de comprendre justement comment ça peut fonctionner, cette étoile de la mort, et en particulier, on fera une petite enquête pour déterminer certaines de ses caractéristiques, comme sa taille par exemple. Et puis les véhicules et la planète Tatooine, qui est très importante dans la saga, comme lieu de la saga, mais aussi parce qu'elle a la particularité d'avoir 2 soleils. Et donc on peut se demander assez légitimement, est-ce qu'une planète a 2 soleils, c'est quelque chose d'envisageable. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à discuter. Il y aurait les robots, il y aurait toute la partie concernant la biologie, les êtres vivants qui nous sont montrés dans Star Wars. Il y aurait aussi toutes les autres planètes qui nous sont montrées, Mustafar, Geonosis, Camino, toutes ces planètes. Est-ce qu'elles peuvent exister vraiment? Et puis encore 1000 choses, tous les gadgets, les hologrammes, la bibliothèque des Jedi, enfin plein de choses. On va se réserver les 3 premiers pour l'instant. Alors voici la définition de la force que nous donne Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Il nous dit c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Alors si on regarde cette phrase, disons, sans précaution particulière, en tant que spectateur, on se dit, bon, c'est une phrase dans le film, ça ne renseigne pas, on n'y prête pas plus attention que ça. Si maintenant on veut avoir une attitude plus critique, on se dit, cette phrase, en fait, c'est n'importe quoi, ça ressemble étonnamment à des phrases qu'on pourrait entendre dans la bouche des sectes New Age ou des mouvements New Age, et tout ça, pour dire simple, c'est du pipeau. Alors c'est pas entièrement faux, mais on peut aussi, cette phrase, la regarder du point de vue scientifique, et se demander si elle a un sens du point de vue scientifique. Elle utilise un certain nombre de mots qui sont du langage courant, mais qui sont aussi du langage de la science, comme champ, comme énergie, comme galaxie. Et si on fait cet effort, en quelques minutes je vais vous faire ça, d'étudier cette phrase du point de vue scientifique, on se rend compte qu'elle a une cohérence totale et qu'elle donne une indication complète sur la nature de la force. Alors, on va prendre d'abord la dernière phrase. Il lie la galaxie tout entière, donc ce champ d'énergie. On reparlera de ce champ d'énergie dans quelques instants. Il lie la galaxie tout entière. Quelle est la force qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie? C'est la force de gravité. La seule force capable d'agir à l'échelle de taille d'une galaxie, c'est la force de gravité. Des 4 interactions fondamentales, il y a 2 interactions nucléaires qui sont très fortes, très intenses en regard de la gravité, mais qui n'agissent que sur des distances minuscules, de l'ordre d'un millionième, de milliardième de mètre. Donc à ces si petites distances, elles agissent au-delà, c'est-à-dire tout de suite, c'est-à-dire à notre échelle en particulier, même dès l'échelle des atomes, elles n'agissent plus. Donc à l'échelle des galaxies, de surcroît, aucune chance de les voir agir, de les voir apparaître. La 3e force, c'est la force qu'on appelle électromagnétique. Alors celle-ci, comme la force de gravité, elle a a priori une portée infinie. Autrement dit, 2 charges électriques agissent l'une sur l'autre, aussi lointaines qu'elles soient l'une de l'autre. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a 2 types de charges, des charges positives et des charges négatives, et les charges positives et négatives se masquent mutuellement parce qu'elles s'attirent mutuellement. Les positives attirent les négatives et réciproquement, tandis que 2 charges positives se repoussent et 2 charges négatives se repoussent de même. Autrement dit, une charge positive est très souvent entourée d'un nuage de charges négatives, et une charge négative, ça, j'ai compris pour vous, je suis dur pour vous, je redis. Donc une charge positive est systématiquement entourée d'un nuage de charges négatives, et réciproquement, une charge négative est entourée d'un nuage de charges positives.
le cas typique, c'est l'atome dont le noyau de charge positive est entouré des électrons dont la charge est négative. Ce qui fait qu'en moyenne, vu de loin, la matière est neutre électriquement, et donc vu de loin, elle n'agit pas du point de vue de la force électromagnétique. C'est pour ça qu'un atome de cette table qui est ici ne ressent absolument pas un atome à l'autre bout de la table. Il ne ressent l'action que des atomes les plus proches, c'est-à-dire distants de lui-même de quelques fois sa taille. Quelquefois la taille atomique est de l'ordre du milliardième de mètre. Donc la nature même de la force électromagnétique lui donne la capacité d'être à portée infinie, mais en pratique, parce qu'il existe des charges positives et négatives, la portée de la force électromagnétique est finie et très petite, de l'ordre de la taille d'un atome. Ce qui fait qu'encore une fois, elle est tout à fait incapable d'agir à l'échelle des galaxies. Et du coup, il ne reste plus qu'une seule force qui peut agir à cette échelle, c'est la gravité, qui, elle, ne possède que des masses positives. Il n'y a pas de masse négative, en tout cas pas qu'on le sache. Et comme il n'y a pas de masse négative, il n'y a pas, comme en électromagnétisme, la possibilité d'écranter, que les charges s'écrantent les unes les autres, que les masses s'écrantent les unes les autres. Donc si on relit la phrase « il lie la galaxie tout entière », ce champ d'énergie, c'est le champ de gravité. Et vous voyez qu'on a tendance à dire, on sait qu'on doit dire, en tout cas même si on n'est pas physicien, qu'on dit le champ de gravité. Et donc quand on dit champ d'énergie, ça semble coller, les termes collent. La galaxie tout entière est liée par la gravité est un champ de force, et on peut lui associer une énergie. Si on prend un objet, par exemple cette montre a déjà bien souffert de nombreuses expériences, si je la tiens comme ça et que je la lâche, elle va tomber. D'où tire-t-elle l'énergie de son mouvement? Du champ de pesanteur terrestre. Elle est attirée par la Terre, et elle interagit avec la Terre, et alors qu'elle a une vitesse nulle au départ, elle a ce qu'on appelle une énergie potentielle gravitationnelle, qui va se convertir en énergie de mouvement, qu'on appelle l'énergie cinétique, au cours de la chute. À la gravité, on peut associer une énergie. Au champ de gravité, on peut associer un champ d'énergie. Donc la gravité, c'est un champ d'énergie, il lie la galaxie toute entière, tous les êtres vivants créent un champ de gravité, toutes les personnes de cette salle ici présentes créent un champ de gravité. Il n'y a pas que vous, hein, il y a tous les sièges, tout le matériel, toute la matière en fait en général. Il n'y a pas que les êtres vivants bien sûr qui créent un champ de gravité. Toute matière crée un champ de gravité et ce champ de gravité nous entoure et nous pénètre. Donc si on lit cette phrase, il n'y a aucun doute, elle est parfaitement cohérente et la force c'est le champ de gravité. Alors évidemment, on peut être quand même dubitatif parce qu'on se dit, on a l'impression dans cette phrase que ce sont les êtres vivants qui sont à l'origine de la force et pas toute la matière en général, comme l'est le champ de gravité. Alors c'est vrai qu'une galaxie, c'est la gravité de son gaz et de ses étoiles qui lie ce gaz et ces étoiles entre eux. Ce n'est pas la gravité de ces êtres vivants. Même s'il y avait des millions ou des milliards d'extraterrestres obèses sur d'autres planètes, ça serait très insuffisant pour lier la galaxie. Donc on est quand même obligé de convenir que cette phrase pourrait être améliorée encore un peu pour être, disons, plus précise ou moins ambiguë. Néanmoins, on peut lui donner une cohérence physique. Si maintenant on regarde l'image qui est en dessous, on voit l'empereur qui est en train d'électrocuter Skywalker, ça c'est dans l'épisode 6, pour le convaincre de se rendre du côté obscur de la force. Et on voit des éclairs donc, qui partent des doigts de l'empereur, des extrémités des doigts de l'empereur, vers Skywalker. Alors quand on voit ça, on a tout à fait l'impression que l'empereur, qui manifestement utilise la force pour faire ce phénomène, est branché à un générateur dont le potentiel doit être de l'ordre de quelques dizaines de millions de volts. Alors pourquoi ça? Pourquoi quelques dizaines de millions? Eh bien tout simplement parce que l'air est un matériau isolant et qui peut être rendu conducteur si on le soumet à une différence de potentiel, à un champ électrique suffisamment intense. En fait, il faut que le champ électrique soit de l'ordre de 13,6 millions de volts par mètre. C'est assez intense, c'est-à-dire on ne fait pas ça facilement. Hein. Un éclair, quand on les voit les éclairs dans la nature, bon, ça rigole pas. Il y a des gros nuages qui sont chargés, ils ont une charge électrique, la Terre a une charge opposée, et puis quand la différence de potentiel entre la Terre et le nuage est suffisamment importante, l'air devient conducteur, il s'ionise, c'est-à-dire les électrons des molécules d'air, des atomes d'air, des molécules de l'air sont arrachés et le courant s'écoule du nuage vers le sol
ou du sol vers le nuage, je ne sais jamais dans quel sens. Une fois, je l'ai mal appris, et puis du coup, je ne sais plus jamais. Enfin, et du courant s'écoule entre le nuage et le sol. Et là, c'est la même chose qui se passe avec l'empereur. Si l'empereur, il est monté sur des chaussures isolantes, très épaisses, des chaussures de drag queen, par exemple, et il faut qu'il soit isolé du sol, évidemment, parce que s'il est branché à un générateur électrique et qu'il n'est pas isolé du sol, le courant passera à travers le meilleur conducteur, qui n'est pas l'air, qui est l'empereur. Et donc, il sera électrocuté. Donc, il faut que l'empereur soit isolé du sol. Et ensuite, eh bien, il n'a qu'à tendre les doigts, effectivement, vers Skywalker. Et si la différence de potentiel entre lui et Skywalker, ou entre lui et le sol, est suffisamment grande, il va créer un courant électrique. Et de ce point de vue, ses doigts tendus en avant comme ça, c'est une très très bonne position. C'est mieux que comme ça, et c'est beaucoup mieux que comme ça. Tout simplement parce que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des objets qui sont courbés, au voisinage des pointes. C'est pour ça que les paratonnerres ont la forme d'une pointe et pas la forme d'une sphère ou d'une autre forme moins, disons, moins aiguë. Donc, d'avoir les doigts tendus comme ça donne, ça amplifie, ça intensifie, dirons-nous, le champ électrique au voisinage des doigts de l'empereur et ça va améliorer sa capacité à ioniser l'air et à créer un canal conducteur dans l'air qu'on appelle un éclair. Si vous allez au Palais de la Découverte, à Paris donc, vous verrez, vous avez peut-être déjà été là-bas, vous avez peut-être vu des expériences d'électrostatique où des personnes sont juchées sur un support isolant, on les met à une différence de potentiel de 3 à 400 000 volts par rapport au sol, et ces personnes, quand elles tendent leurs doigts en avant, on voit apparaître au bout de leurs doigts des petites aigrettes violacées, exactement comme des éclairs, qui sont petites, parce que 300 000 volts, c'est finalement assez peu pour faire ce genre de manifestation. Néanmoins, on voit des aigrettes qui ressemblent à des feux de Saint-Elme, et qui sont exactement la manifestation de ce phénomène d'ionisation locale de l'air à cause du champ électrique intense qui est créé au voisinage des doigts de la personne qui fait l'expérience. On voit d'autres choses marrantes, comme les doigts, les cheveux qui se dressent sur la tête, et puis tout un tas d'autres choses amusantes. Donc quand on voit l'image qui est en dessous, quand on voit l'image qui est présentée là, on se dit, la force, c'est la force électromagnétique. C'est évident, c'est une manifestation de la force électromagnétique. Tout se passe comme si l'empereur était branché à un générateur de 20 millions de volts. Alors pourquoi 20 millions de volts? Je n'ai pas dit ça. Tout à l'heure, j'ai dit que pour ioniser l'air, pour rendre l'air conducteur, il fallait imposer un champ électrique qui était de l'ordre de 13,6, mettons 13 millions de volts par mètre. Si les éclairs que l'empereur projette sur Skywalker sont de l'ordre de 2 mètres en longueur ou 3 mètres, eh bien assez rapidement on en déduit que la différence de potentiel entre Skywalker et l'empereur est de l'ordre de 3 fois 13 millions, quelque chose comme ça. Ça donne un ordre de grandeur plausible, il faudrait raffiner, parce que le champ électrique, encore une fois, au voisinage des doigts de l'empereur, est amplifié par la petitesse, par la finesse de ses extrémités. Donc c'est pour ça qu'on trouve une vingtaine ou une trentaine de millions de volts comme différence de potentiel. Alors là, on arrive à un problème maintenant. C'est là où on voit que Star Wars n'est pas cohérent. C'est que, d'une part, la définition d'Obi-Wan Kenobi nous dit la force, c'est la gravité, et ça c'est parfaitement cohérent quand on regarde uniquement cette phrase, ces phrases. D'autre part, certaines manifestations de la force sont de nature électromagnétique. Et la gravité et l'électromagnétisme sont, en physique théorique moderne, deux forces distinctes. On n'a pas de théorie commune capable de décrire les deux forces en même temps. Et donc, pour l'instant, ce sont deux forces distinctes et donc de nature différente. Alors voilà, l'enquête pourrait s'arrêter là. On a dit des choses, on a appris peut-être des choses, on a compris des choses sur la force, mais on ne peut pas, évidemment, trancher de façon ultime. Néanmoins, on peut encore se livrer à un petit jeu sur la force, sur ce qu'elle évoque pour un physicien. Si on n'en retient qu'une seule chose de la force, c'est une sorte de réservoir d'énergie qui remplit tout l'espace et dans lequel les Jedi peuvent piocher à volonté pour faire tout un tas de choses amusantes, comme bousiller des impériaux, ou soulever des robots, ou faire des choses, ou comment dire, agir sur l'esprit des gens. Alors avant, une petite question, petit exercice. Sur cette image, où on voit Luke Skywalker en train de s'entraîner à maîtriser la force, avec Yoda, qui est en train de le diriger, et qui est en équilibre, manifestement difficile, à quoi voit-on que Skywalker utilise la force? Forcément, bien sûr, ce n'est pas un trucage. On n'est pas dans le... Encore une fois, notre position, c'est il n'y a que des explications rationnelles dans ce film.
Et la force doit en être une. En tout cas, il faut lui trouver sa rationalité. À quoi voit-on que Skywalker utilise la force, cette image? Eh bien, c'est assez simple. Je vais me déplacer, peut-être vous m'entendrez un peu moins fort. Skywalker est en équilibre sur une main. Son poids s'exerce quelque part au niveau du nombril. C'est là où est le centre de gravité du corps humain. Au niveau du nombril, un peu à l'intérieur. Bon, il y a Yoda qui n'est pas de masse nulle, donc le centre de gravité se décale un peu vers la droite et un peu vers le haut. Le Yoda a une masse qui agit aussi, pèse sur Skywalker. Et le centre de gravité de l'ensemble est quelque part par ici. Et le poids est dirigé vers le bas, vers le sol. En fait, vers le centre de la planète Dagobah sur laquelle il s'entraîne. Et le poids devrait normalement faire basculer Skywalker autour de ce point. Merci beaucoup. Devrait faire basculer Skywalker autour de ce point. Comme moi, si je suis en équilibre, quand je suis en équilibre debout comme ça, pourquoi je ne tombe pas? Parce que mon poids s'exerce dans un rectangle qui est déterminé par mes pieds, l'empreinte de mes pieds sur le sol. Pour se casser la figure, c'est facile. Il suffit que je me penche un peu vers l'avant, et à un moment, ou vers l'arrière, mais mettons vers l'avant, à un moment donné, mon centre de gravité, mon poids plutôt, va se projeter vers le sol, en dehors du rectangle formé par mes pieds, et là, je vais, normalement, basculer en avant. Je ne le fais pas parce que ça va me faire mal, sinon. Mais vous pouvez essayer, ça marche. Donc c'est à ce moment-là qu'on se casse la figure, c'est quand la projection du poids sur ce qu'on appelait anciennement le polygone de sustentation, l'ensemble des points qui servent de support à l'objet qu'on considère, quand le poids se projette à l'intérieur de ce polygone, l'objet est en équilibre stable, sinon il tombe. Et donc Skywalker, là, doit tomber, il ne peut pas tenir comme ça. Même on pourrait dire que c'est une image fixe, et on ne peut pas le voir, mais dans le film, il tient en équilibre et il ne doit pas rester comme ça. Alors, qu'évoque la force pour un physicien? Quand je dis par qu'évoque, il faut garder dans l'idée que la force, c'est donc quelque chose qui remplit l'espace, une sorte d'énergie qui est là, et qui permet d'agir sur les choses. L'énergie en physique, c'est l'entité qui justement permet d'agir sur les systèmes, de les transformer, et qui s'échange, de les transformer, c'est-à-dire de les créer, de les fabriquer ou de les détruire. Pour briser une table, par exemple, cette table, il faut dépenser de l'énergie. Pour la construire, même chose, il faut dépenser d'énergie. Il faut toujours dépenser d'énergie, qu'on veuille créer ou détruire. Il faut payer en physique et c'est l'énergie qu'il faut payer. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque? Quelque chose qui remplit tout l'espace, ça évoque furieusement la quintessence. La quintessence, c'est le cinquième élément, on appelle aussi ça le cinquième élément, dont Aristote remplissait les cieux pour expliquer la nature et la physique des astres, du monde supralunaire, des objets qui se situaient au-delà de la Lune. À l'époque, la Terre était au centre de l'univers. Il y avait la Lune qui tournait autour de la Terre, et puis le Soleil ensuite, etc. Et donc ces astres au-delà de la Lune avaient une nature particulière, qui n'était pas de nature terrestre, et donc dont la physique, finalement, dont les comportements ne s'expliquaient pas par les 4 éléments terrestres qui étaient invoqués à l'époque. C'était la terre, l'eau, le feu et l'air. Alors, petite parenthèse, on parle de science-fiction, puisqu'on parle de Star Wars. Il y a un film de science-fiction qui est sorti récemment sur les écrans, enfin l'année dernière, au mois de juillet dernier, je crois, qui se nomme Les 4 Fantastiques. Quand vous comparez les pouvoirs des 4 Fantastiques aux 4 éléments fondateurs de la physique aristotélicienne, il y a une bijection, comme on dit en physique, une adéquation parfaite. La chose, c'est la terre, la torche, c'est le feu, Monsieur Fantastique qui est souple, qui se déforme, qui est élastique, c'est l'eau, et là, je ne sais plus son nom, mais la fille invisible, qu'on s'appelle Jane, j'ai oublié son nom, enfin la fille invisible, c'est l'air. Il y a une corrélation complète entre les 4 fantastiques et les 4 éléments d'Aristote. Alors après, on peut développer, ce n'est pas le sujet ce soir, mais pour vous dire, voilà, que même en regardant les 4 fantastiques, on peut faire, je n'ose dire de la philosophie de l'Antiquité, mais quand même, on peut, disons, élaborer un peu autour de ça. Alors le problème de la physique aristotélicienne, c'est qu'elle a plus court, disons, depuis Galilée, depuis le XVIIe siècle. Cette physique a été déboutée, et aucune de ses conséquences maintenant n'est considérée comme valable depuis bien longtemps, alors qu'elle a duré 20 siècles. Les théories aristotéliciennes ont été considérées comme valides ou utiles pour la compréhension du monde pendant 20 siècles. Mais vous voyez que la quintessence, qui avait tout un tas de propriétés étonnantes, elle était incréée, elle est incorruptible, imputrescible, éternelle, les corps s'y déplacent sans frottement, puisque les planètes
extérieure ne semble pas ni ralentir ni accélérer, et pourtant elle se déplace dans ce milieu. Donc c'est un milieu très particulier qui n'est pas sans rappeler les propriétés un peu étonnantes de la force qui semble remplir tout l'univers et dans laquelle on peut puiser à volonté pour faire des choses étonnantes. L'autre fluide miraculeux, entre guillemets, l'autre fluide étonnant que les physiciens ont inventé dans leur histoire, c'est l'éther. Alors par éther, il faut comprendre le support qui était à l'époque, au XIXe siècle, considéré comme nécessaire et même indispensable à la propagation de la lumière. Je ne parle pas de l'éther qu'on trouve en bouteille, mais dont on peut faire des choses en médecine ou ailleurs. Cet éther, donc le support nécessaire à la propagation de la lumière, était invoqué car à l'époque on imaginait que la lumière comme le son avait besoin d'un support pour se propager. Le son a besoin de matière, de l'air par exemple, le métal de cette table, pour se propager. C'est d'ailleurs pour ça que les vaisseaux spatiaux qui explosent dans le vide de l'espace, ou le quasi-vide de l'espace, devraient le faire sans aucun bruit. Il n'y a pas de support matériel pour propager le son de l'explosion. Alors cet éther, il avait aussi des propriétés miraculeuses. Il remplissait tout l'espace, puisque la lumière se propageait dans tout l'espace. Il nous venait même des étoiles qu'on savait à l'époque lointaine. Les premières mesures de distance d'étoiles, c'est Bessel, dans les années 1860. Donc cet éther remplit tout l'espace. Les planètes s'y déplacent donc dans l'éther, et pourtant elles ne ralentissent pas. Donc c'est un milieu que la lumière reconnaît, que la lumière sent, mais pas les planètes. Ce milieu, il peut être considéré comme un milieu absolu, qui peut servir de référentiel absolu, en contradiction avec ce que l'on pensait être la vérité de la physique, de la mécanique, de la cinématique, qui était fondée ou écrite proprement par Newton. Donc cet éther avait des propriétés étonnantes, et puis finalement, elles étaient tellement étonnantes qu'on a pu s'en débarrasser sans aucun problème, à peu près à la fin du XIXe siècle, d'abord par une expérience, que je ne vais pas détailler ici, dite de Michelson et Morley, une expérience d'interférométrie optique, et puis par la théorie d'Einstein de la relativité restreinte en 1905. Donc ces deux faits, à la fois théoriques et expérimentaux, ont mis à bas totalement la théorie de l'éther, qui maintenant est invalide. La lumière se propage dans le vide. La lumière n'a pas besoin d'un support matériel pour se propager. Mais vous voyez qu'on est toujours, c'est assez amusant, dans une dynamique où les physiciens inventent des choses pour remplir tout l'espace, comme si le vide, au sens rien, au sens le vide en fait en physique, est vide un endroit où est réputé absent toutes les choses qu'on pourrait y mettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Il y a des choses qu'on ignore peut-être, mais il n'y a en tout cas pas les choses que l'on connaît. On les a enlevées, la matière par exemple, ou la lumière. Alors, une dernière chose que ça évoque, et ça cette fois-ci c'est l'aspect plus moderne des choses, c'est la constante cosmologique. La constante cosmologique, c'est un mot qui désigne un acteur physique dont on ne peut pas préciser la nature pour l'instant, dont les physiciens ne peuvent pas préciser la nature pour l'instant, mais on désigne par ce mot l'entité physique, l'acteur physique qui est à la source de l'accélération de l'expansion de l'univers. On sait depuis les années à peu près 1930 que l'univers est en expansion. Ça, c'est une découverte qui est due à un astrophysicien américain qui s'appelle Edwin Hubble. Et on sait seulement depuis, on va dire, une quinzaine d'années, que cette expansion est accélérée. Disons qu'il y a 15 ans, on a commencé à avoir les premiers indices de l'accélération de cette expansion. Et maintenant, on en a, je dirais, on a suffisamment d'indices indépendants et convergents pour être convaincu que l'expansion s'accélère. L'expansion de l'univers actuellement est plus rapide que celle qui prévalait il y a, par exemple, 5 ou 10 milliards d'années. Et pour que l'expansion de l'univers s'accélère, il faut quelque chose qui joue contre la gravité. Parce que la gravité de la matière contenue dans l'univers, la gravité qui est une force attractrice, la gravité devrait ralentir cette expansion. Si elle est accélérée, c'est que quelque chose joue contre la gravité, ou que notre théorie de la gravité est fausse. Alors pour l'instant, c'est plutôt la première hypothèse qui est, gardée, qui est conservée, mais il se pourrait aussi bien que notre théorie de la gravité, qui est la théorie de la relativité générale élaborée par Einstein en 1915, donc que cette théorie soit fausse. La constante cosmologique a donc des propriétés qui rassemblent à celles de la force. Elle est omniprésente dans tout l'univers. Elle agit sur l'espace, elle le dilate
alors que la gravité aurait tendance à le contracter, c'est ce que nous apprend la théorie d'Einstein de la gravitation, et même elle accélère l'expansion de l'univers. Dans l'énergie totale de l'univers, dans l'énergie de l'univers observable, il y a une composante matérielle, il y a une composante rayonnement, et il y a une composante de constante cosmologique, et c'est la composante de constante cosmologique qui est de loin majoritaire. Cette constante cosmologique qui joue contre la gravité, si on est capable d'y puiser, on va pouvoir faire des effets tout à fait semblables à ceux de Star Wars, comme par exemple soulever un robot au-dessus du sol. Sur Dagobah, on voit que Skywalker, en s'entraînant, soulève le robot R2-D2, et puis il retombe ensuite quand il perd sa concentration, mais il fait des effets contre la gravité. Donc finalement, peut-être la réponse est-elle celle-là, les Jedi sont d'une façon ou d'une autre capables de maîtriser la gravité, et plus précisément la constante cosmologique. On peut se livrer à un petit calcul. Cette constante cosmologique, on ne connaît pas sa nature, mais on peut chiffrer sa densité d'énergie. Combien il y en a de constantes cosmologiques, si j'ose dire, combien d'énergie associée à la constante cosmologique y a-t-il dans un mètre cube? Ça, on peut le mesurer, l'estimer. Si on prend cette estimation faite par les astrophysiciens et qu'on se dit « je veux soulever R2-D2 d'un mètre au-dessus du sol », combien de constantes cosmologiques faut-il? Quel volume dois-je collecter? Dans quel volume dois-je collecter la constante cosmologique pour faire les effets vus dans le film? Eh bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi il est nécessaire de se concentrer un peu avant de faire les effets de la force, d'utiliser la force, c'est qu'il faut collecter cette énergie contenue dans un cube de 9 km de côté pour soulever un petit robot au-dessus du sol d'à peu près 1 mètre. Donc un effet stupéfiant, hein, si je faisais ça devant vous, même si je soulevais ma montre devant vous d'1 mètre par la force de ma pensée, je pense que vous iriez immédiatement dire que vous avez vu un miracle, ou vous avez vu quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc soulever ce robot, c'est pas mal, mais ça nécessite quand même de collecter, en tout cas si c'est la constante cosmologique à laquelle puisent les Jedi, la valeur de cette énergie contenue dans un cube de 9 km de côté. Donc c'est quand même un sacré effort. Alors en conclusion sur la force, je ne sais pas ce que c'est, je sais ce que ça n'est pas, et voilà. C'est bien souvent comme ça en physique, malheureusement. On sait ce que sont, on ne sait pas ce que sont les choses. On sait ce qu'elles ne sont pas, excusez-moi, plutôt on sait ce qu'elles ne sont pas, et puis parfois, pour ce qu'elles pourraient être, eh bien, plusieurs pistes s'offrent et l'investigation doit être poussée plus loin. Bon, évidemment, dans le cas de la nature, on a une chance de trouver des réponses un jour à nos questions. Il faut que les investigations soient plus poussées, soient plus nombreuses, soient plus longues. Bon, dans le cas de Star Wars, il faut s'arrêter. Star Wars, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas de cohérence interne autre que le bon vouloir de M. George Lucas et des scénaristes. Alors le sabre laser, maintenant. Alors déjà, tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Autant être clair dès le début, hein, et après on va voir comment ça marche. Parce que c'est ça la physique aussi. On peut, débouter la théorie d'un collègue ou des théories plus anciennes, mais encore faut-il être constructif, encore faut-il les remplacer par quelque chose. La physique, ça fonctionne de façon accumulative. Quand on enlève une théorie ancienne au prétexte qu'elle ne fonctionne pas, ou qu'elle ne fonctionne pas bien, c'est toujours pour la remplacer par une théorie qui fonctionne mieux, qui à la fois rend compte des phénomènes dont rendait compte la théorie ancienne, ça c'est la base, et qui est en plus capable de rendre compte de nouveaux phénomènes qui échappaient à l'ancienne théorie. Donc si je dis que le sabre laser ça ne marche pas, je me dois de faire une proposition alternative. Alors d'abord, pourquoi le sabre laser ça ne marche pas? Alors je vous ai amené ici un laser, pour vous montrer que ça ne peut pas être un sabre laser. Je dirais même ça, c'est un sabre laser. Alors vous voyez que ça, c'est une toute petite chose qui fonctionne avec 2 piles. C'est pourtant assez puissant, hein, il ne faut pas le braquer dans les yeux des gens. C'est suffisamment puissant pour vous écrabouiller la rétine. D'accord, pour vous rendre aveugle d'un œil, et puis de l'autre œil, et puis après c'est réglé. Donc ces petites choses qui tiennent maintenant dans la main, les premiers lasers de 1960, ça tenait dans une pièce entière. Il faut se rendre compte que la technique a fait quand même quelques progrès de miniaturisation. On sait faire fonctionner des lasers maintenant avec 2 piles, extrêmement petites, qui tiennent dans cette partie-là du crayon, et puis le laser, la partie laser est là-dedans. Alors, ce laser, voilà, est-ce qu'il est allumé ou est-ce qu'il est éteint là? Il est dirigé vers le sol, hein. C'est pour ça que je ne cherchais pas à voir le faisceau, le point. Oui, si je fais comme ça, évidemment, si je fais comme ça, c'est plus facile. Hein, mais là, comme ça, il est allumé ou éteint? Vous n'en savez rien. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de continuité.
Oui, il y a rien, il semble qu'il n'y a rien. Et pourtant, regardez, il y a quelque chose. Mais on ne voit pas ce quelque chose. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce que il n'y a pas de lumière qui rentre dans votre œil. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle rentre dans votre œil, cette lumière. Sinon, comme je disais tout à l'heure, vous aurez des soucis avec l'œil visé. On ne le voit pas parce que la lumière ne rentre pas dans votre œil. La lumière d'un laser, c'est une lumière qui est très dirigée, dans une direction assez précise. Ça diverge bien un peu, mais extrêmement peu. Ce qui fait que si la lumière est dirigée par là-bas, eh ben, vous ne voyez pas le faisceau qui est ici. Vous ne le voyez pas. Parce qu'aucune lumière ne rentre dans votre œil. Pour que de la lumière rentre dans votre œil, il faut quoi? Il faut qu'un obstacle s'interpose. Et que cette lumière diffusée par l'obstacle arrive dans votre œil. Alors, première solution, c'est de mettre sa main. Deuxième solution, c'est de prendre sa salière à farine. Alors, je ne suis peut-être pas sur un... Je vais peut-être le mettre là, parce que ça aura un fond plus contracté pour vous. Si je sale ici, regardez, je sale de la farine. Vous voyez très très bien qu'il y a un petit faisceau qui se dessine. Il se dessine pourquoi ce faisceau? Parce que les petites poussières de farine, en l'occurrence, qui tombent dans le faisceau lumineux, diffusent extraordinairement la lumière. Une partie de cette lumière diffusée arrive dans votre œil et vous voyez le faisceau. Vous voyez en fait la lumière diffusée par les poussières. Donc, premier problème avec un sabre laser, on ne devrait pas les voir. Ou alors, c'est que le ménage dans l'étoile de la mort est extrêmement mal fait. Il y a beaucoup de poussière dans l'étoile de la mort. Deuxième chose, la lumière, c'est quelque chose qui se distingue de la matière. Ce n'est pas matériel, la lumière. Il y a un faisceau lumineux qui part d'un vidéoprojecteur qui est là-bas et qui se projette ici. Je vais allumer mon sabre laser. Il est allumé là. Et regardez, je coupe la lumière qui se projette là. Est-ce qu'on entend quelque chose? Bing? Non. Cette lumière qui coupe cette autre lumière qui vient d'une direction perpendiculaire, elle se croise, elle se superpose sans aucune difficulté. La lumière n'est pas matérielle, deux faisceaux lumineux se superposent, et il y a même bien des choses extrêmement intéressantes à faire par la superposition de deux faisceaux lumineux dans certaines conditions qu'on appelle les interférences. Bon, là, évidemment, entre ce faisceau de vidéoprojecteur et ce laser, on ne verra aucune interférence. Mais deux faisceaux lumineux se superposent et ne se choquent pas, ne se touchent pas, n'ont pas de matérialité comme l'ont deux lames d'acier, par exemple, de lames d'épée. Donc, deuxième problème avec le sabre laser, les faisceaux ne doivent pas se choquer l'un l'autre. Troisième problème, les sabres qu'on voit ici, ils ont une certaine longueur. Et moi, mon sabre laser qui est là, il a cette longueur-là si je mets ma main ici, mais si je mets ma main plus loin, il a une autre longueur. Et si j'éclaire là-bas, ben, il a la longueur, il a 20 mètres de long. En fait, il est aussi long que je le veux. La lumière se propage en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle qui l'absorbe, qui la réfracte, qui la diffracte, qui la diffuse, enfin, qui lui arrive des choses à cette lumière par un obstacle, par de la matière. Donc j'allume mon sabre laser dans un vaisseau spatial qui est ici. Je l'allume. Il s'arrête au niveau du plafond. Mais ce sabre laser, il est puissant. C'est pas un petit comme ça, je mets mon doigt, tout, rien ne se passe. C'est un puissant sabre laser, évidemment, alimenté par la force peut-être. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du plafond? Il y aura un trou. Après, je fais le guignol avec mon sabre laser. Je découpe le plafond. Et après, il y a un autre plafond, etc. Et puis si je suis dans un vaisseau spatial, quand j'ai découpé le dernier plafond, eh ben, il y a un trou dans la coque. Bon, et après, l'air s'en va. Bon, là, après, vous êtes aussi savant que moi sur ce point-là. Il y a des ennuis, évidemment. Bon, donc, c'est pas souhaitable. Et puis, du coup, les combats, c'est vite vu. Hein. Vous avez un sabre laser donc très long. Vous faites un grand coup comme ça, et vous coupez la tête de toute l'assistance. Hein. Et puis, réciproquement, le gars en face, il fait la même chose. Et enfin, ça fait des dégâts non contrôlés, on va dire. Bon, bref, ça marche pas, en fait. Hein. Il y a un dernier problème sur le problème de l'énergie dont je parle tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces petits lasers-là, 2 piles suffisent à produire l'énergie de ce petit laser. 0,5 milliwatts, c'est ça la puissance de ce laser. C'est suffisant pour ratatiner une rétine humaine, mais c'est un tout petit laser. Les lasers qu'on utilise en industrie, par exemple, pour la découpe de métaux, sont beaucoup plus puissants. Et le laser qui est en train de se construire à Bordeaux, qu'on appelle le laser mégajoule, et qui va servir pour faire de la science, mais aussi pour simuler les explosions thermonucléaires qui ne sont plus faites maintenant à Mururoa, qui ont été les essais grandeur nature ont été arrêtés. Ce laser va servir à étudier et à comprendre et à raffiner, je veux dire, la compréhension de ces explosions thermonucléaires. Ce laser, il va évidemment, le bâtiment qu'il contient fait 200 mètres de long.
Donc ce n'est pas exactement ce petit laser-là. L'énergie dégagée par le faisceau laser mégajoule est sensiblement supérieure à celui-ci. L'énergie pour faire fondre une porte blindée, comme on le voit dans l'épisode 1, il y a Qui-Gon Jinn qui perce une porte blindée énorme, genre porte de coffre-fort, avec son sabre laser. Pour faire ça, il faut une énergie considérable. Et on peut la chiffrer, cette énergie. Une porte blindée qui a l'air d'épaisseur 1 mètre environ. Quand on regarde le film, c'est l'impression que ça donne, c'est 1 mètre d'épaisseur. Sa taille, c'est quelque chose comme 2 mètres de diamètre. On peut donc estimer son volume, et donc sa masse, si c'est de l'acier. Faire fondre cette masse d'acier, de plusieurs tonnes d'acier, combien ça coûte d'énergie? Et c'est plus compliqué que ça, on ne la fait pas fondre seulement, on la fait fondre vite. Dans le film, quand on regarde le film, on a l'impression qu'en 1 ou 2 secondes, il y a déjà une partie de la porte qui est entrée en fusion. Faire fondre 2, 3 ou 4 tonnes d'acier en 1 ou 2 secondes, ça coûte beaucoup d'énergie. En fait, ça coûte beaucoup de puissance. Une énergie par unité de temps, une énergie par seconde. C'est ça une puissance, ce sont les watts, une énergie par seconde. On peut calculer en regardant uniquement cette petite séquence de fusion de la porte, ou de début de fusion de la porte qui protège les vice-rois dans l'épisode 1, on peut estimer que le sabre de Qui-Gon Jinn est branché à une source d'énergie qui est équivalente à celle d'une tranche de centrale nucléaire, 300 mégawatts à peu près. Ça rigole pas. C'est évidemment, pour faire fondre 5 tonnes en 10 secondes, il faut y aller quand même. Alors ça veut dire que les piles du sabre laser, c'est autre chose que les piles qui sont là-dedans, on a bien compris. Ni même que les piles de votre téléphone portable. C'est des choses qu'on ne sait pas faire, pour dire la vérité. Les centrales nucléaires, ça tient dans un bâtiment qui fait quelques dizaines de mètres de côté. Ça ne tient pas dans un manche de sabre laser, qui doit faire, mettons, cette taille-là à peu près. Donc le problème de l'énergie se pose aussi. Alors voilà, le sabre laser, ça ne marche pas. Bon, c'est démoralisant, j'en conviens. Moi, je suis un peu démoralisé aussi. J'aurais bien aimé que ça puisse se fabriquer. Je l'aurais fait immédiatement un chez moi, mais ça ne marche pas. Alors, en même temps, on peut tenter maintenant de concevoir un objet qui ressemblera au sabre laser, autrement dit, qui aura les mêmes caractéristiques que celles que l'on voit dans le film, mais qui ne sera pas un sabre laser. Qui ne sera pas laser. Alors, ma proposition, c'est un sabre plasma. Un plasma, c'est un gaz très chaud, enfin, c'est un gaz dont les électrons ont été arrachés des atomes. Par exemple, en le chauffant très fortement. D'autres possibilités, par exemple, en le soumettant à un très fort champ électrique, et on obtient un éclair. On peut le chauffer, c'est une autre solution, et dans notre coin d'univers, le plus gros tas de plasma, c'est le Soleil. 330 000 fois la masse de la Terre sous forme de plasma, dont la température varie entre 6000 degrés à la surface et 15 millions de degrés au centre. Des plasmas, l'on trouve sur Terre, dans les tubes néons, ce sont des plasmas créés par des décharges électriques. On les trouve aussi dans les éclairs, qui sont aussi des décharges électriques. On les trouve aussi dans les flammes de combustion, donc par la combustion, les combustions chimiques. On les trouve aussi dans ce genre d'engin qu'on appelle une torche à plasma, où on a un gaz qui est chauffé très fortement et qui rayonne. Les gaz chauds, la matière chaude rayonne de la lumière. Ça, c'est intéressant parce que les sabres laser sont lumineux. La matière chaude rayonne de la lumière et cette torche à plasma que je vous montre, celle de l'image de gauche, c'est utilisé dans l'industrie pour tester les tuiles en céramique, par exemple, qui recouvrent le ventre de la navette spatiale ou plus généralement des véhicules de rentrée atmosphérique, des satellites qui doivent rentrer, des engins qui doivent rentrer dans l'atmosphère terrestre et qui doivent être protégés de la chaleur dégagée par les frottements de l'engin sur l'atmosphère de la Terre. Alors, je disais qu'un matériau chaud est lumineux, et mieux, il est d'autant plus lumineux qu'il est chaud, et sa couleur dépend à la fois de sa température et de sa composition. Si l'on prend un gaz, si l'on choisit un couple gaz et température du gaz, on obtiendra une certaine couleur. Bleu, rouge, vert, violet, toutes les couleurs qu'on voit dans Star Wars. Ça, c'est important, il faut rendre compte de tous les aspects des sabres laser. Les lasers, de ce point de vue-là, ça marchait très bien. On a des lasers de toutes les couleurs. Là, j'ai un laser vert, il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y a tout ce qu'on veut. Donc, quasiment tout ce qu'on veut. Donc, on peut rendre compte de la couleur des sabres laser et aussi du fait qu'ils émettent de la lumière dans toutes les directions. Le plasma émet de la lumière dans toutes les directions. Ensuite, les effets mécaniques
du sabre plasma sont manifestes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement que si je vous touche avec une torche à plasma dont la température est de l'ordre de 10 000 degrés, ça va chauffer, ça va sentir le grillé, sans aucun doute. Si je fais la même chose sur une paroi en métal, il n'y a aucun problème. La paroi en métal, il va lui arriver des soucis. Ce genre d'engin, c'est capable de percer 1 mètre de béton en quelques minutes. Les perceurs de coffres-forts, les voleurs peuvent s'inspirer de ce genre d'engin s'ils veulent percer vite des coffres-forts. Donc une torche à plasma aura sans aucun doute des effets mécaniques tout à fait destructeurs. Le problème d'une torche à plasma, c'est que c'est un peu court. Ça fait une 15 ou 20 cm de long. C'est plutôt une dague plasma qu'un sabre plasma pour l'instant. Alors, l'avantage d'une torche à plasma quand même, c'est que c'est un gaz chargé. C'est un gaz ionisé dont les électrons ont été arrachés. On a donc d'un côté les ions chargés positivement, de l'autre les électrons qui sont chargés négativement. Les charges électriques sont sensibles au champ magnétique et on peut confiner un gaz chargé grâce à un champ magnétique. Ça, c'est ce qui est montré sur l'image de droite. Dans les réacteurs qu'on appelle des tokamaks, ces réacteurs à l'intérieur desquels on pense établir des réactions de fusion thermonucléaire, on va insérer un gaz que l'on va chauffer très fortement pour établir ces réactions thermonucléaires. Par très fortement, c'est à peu près 200 à 250 millions de degrés. Donc c'est très fortement. Et ce gaz très chaud, il est souhaitable, et encore une fois, je n'ai peut-être pas besoin de vous faire de grands discours là-dessus, il est souhaitable qu'il ne touche pas les parois de confinement. Il faut bien qu'il y ait une boîte matérielle autour de ce gaz, mais il est souhaitable que ce gaz à 250 millions de degrés ne touche pas les parois, et pour cela, on l'enferme dans une bouteille magnétique, dans une bouteille dont les parois sont immatérielles et sont en fait les lignes du champ magnétique, d'un champ magnétique créé à cet effet, et capable de confiner le plasma, qui est donc un gaz chargé, dans un volume bien déterminé, qui se trouve être de la forme d'un tore, de la forme d'une roue de chambre à air de bicyclette. Le réacteur bien connu, qui va être de plus en plus connu, qui va utiliser ce principe-là, c'est le réacteur ITER, qui va se construire près de Cadarache, en Provence. Le réacteur ITER, réacteur expérimental, au sein duquel on pense montrer la faisabilité industrielle de réactions de fusion thermonucléaire pour produire de l'énergie électrique. Donc un plasma peut être confiné par un champ magnétique. Il suffit donc de construire, alors c'est un problème, mais qui reste un problème technique, un problème d'ingénierie, à ne pas négliger, mais qui est théoriquement soluble, à construire un champ magnétique qui va donner au plasma, qui va allonger le plasma initial, qui est un peu court, qui va l'allonger pour lui donner la forme d'un sabre, une forme d'une longue lame, d'une lame d'1,50 m de longueur, par exemple. On peut imaginer la configuration magnétique pour ça. Il faut la calculer, ce n'est pas forcément un exercice facile ni agréable, mais c'est imaginable, c'est pensable. Une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième avantage pour le même prix, c'est que vous savez que 2 aimants se repoussent, enfin pas systématiquement. Si on prend 2 aimants de cuisine, par exemple, qui servent à accrocher la liste des courses sur le frigo, et qu'on les rapproche, ils vont se coller l'un à l'autre, par exemple. Alors à ce moment, on en retourne l'un des deux, et là on va sentir une répulsion entre les 2 aimants. Cette répulsion, elle est due au fait qu'un aimant possède 2 pôles, qu'on appelle habituellement un pôle nord et un pôle sud, 2 pôles magnétiques, et que 2 pôles de même nature se repoussent. 2 pôles de nature opposée s'attirent, de nature différente s'attirent. Si tous les sabres plasma de la galaxie sont confinés par des champs magnétiques qui ont tous la même polarité, il faut se mettre d'accord entre les Sith et les Jedi, attention, il ne faut pas qu'il y ait de trublions. Alors, quand 2 sabres s'approcheront l'un l'autre, étant de polarité opposée, ils vont se repousser. Ils vont donner l'impression d'une matérialité de la lame, alors qu'en réalité elle est constituée d'un plasma, d'un gaz, et les gaz se pénètrent l'un l'autre. Quand je souffle dans la pièce, quand je souffle dans l'air de la pièce, mon souffle se mélange, pénètre l'air qui m'environne, sans, encore une fois, sans choc, sans rien. Il y a bien un petit bruit à cause de l'échappement de l'air, mais sans plus. Il n'y a pas de choc, enfin en tout cas à l'échelle macroscopique. Donc les sabres confinés, le plasma confiné va donner l'impression d'une matérialité de la lame, pourvu que tous les Jedi et tous les Sith se mettent d'accord pour avoir la même polarité. Alors évidemment, un sabre comme ça a quelques précautions d'emploi. Il n'est pas convenable d'avoir un sabre plasma devant le visage comme ça pour faire un salut habituel avec la lame qui est comme ça, avec un gaz qui ici
à 10 000 degrés. Ça serait fâcheux pour vous, vous grillerez évidemment. Quand les parois du four dans lequel vous faites griller votre rôti sont à 200 degrés, eh bien le rôti il grille. Et le rôti il est à 15 ou 20 cm des parois à 200 degrés. Plus l'air qui est là en contact, qui fait un contact thermique aussi bien sûr. Donc à 10 000 degrés, à 15 à 20 cm à 10 000 degrés, il n'y a pas photo, vous allez griller extrêmement rapidement. Donc votre sabre, tenez-le toujours, la pointe en avant, très en avant, le plus en avant possible en réalité. Il est aussi souhaitable de ne pas... Un plasma à 10 000 degrés, c'est brillant, très brillant. Une ampoule électrique, les ampoules électriques à incandescence habituelles, elles ont un filament qui est chauffé par le passage du courant électrique et ce courant électrique qui passe échauffe l'ampoule à une température qui est de l'ordre de 2000 degrés. Et c'est brillant 2000 degrés. Quand on regarde une ampoule, on n'est pas aveuglé, mais quand même, c'est pas très agréable. Quand même, on voit que c'est très brillant. Ça sert à éclairer d'ailleurs les ampoules, c'est fait pour ça. C'est 2000 degrés. À 10 000 degrés, 5 fois plus chaud, une matière est à peu près 625 fois plus brillante. Ça veut dire que si vous avez un machin à 10 000 degrés devant vos yeux, et qui a la taille d'une ampoule électrique, du filament d'une ampoule électrique, donc une toute petite chose de filament, il va être à peu près, ce petit machin brillant, 600, on va dire 600 fois plus brillant. Là, on ne parle pas d'un petit machin, on parle d'un sabre plasma qui fait 1,50 m de long et, je ne sais pas, quelques centimètres de diamètre. Donc ça va être très brillant. Donc vous allez surtout aveugler votre adversaire, et vous-même d'ailleurs, plutôt que le détruire. Enfin, vous risquez de l'aveugler avant même de le toucher. Bon, évidemment, il y a toujours le problème de l'énergie. Ça ne change pas. Faire un plasma et le maintenir, j'ai indiqué en bas la puissance nécessaire à maintenir le plasma de cette torche à plasma de petite taille. 100 kW, c'est un machin qui est gros comme ce meuble à peu près. Donc il faut quelque chose d'un peu gros qui va générer ça. Bon voilà, encore une fois, ça ne tient pas aisément dans le manche d'un sabre plasma. Le problème de l'énergie reste, mais enfin, on peut toujours invoquer la force, puisqu'on est capable d'y piocher des quantités considérables d'énergie. Alors là, les kilomètres cubes, je ne vous en parle pas. Il y a beaucoup de kilomètres cubes de constante cosmologique à piocher. Donc ça a l'air de marcher pas mal. Incidemment, si vous croisez Dark Vador, il est extrêmement facile de le mettre minable, si j'ose dire, pour parler couramment. C'est extrêmement facile, sans sabre plasma, sans rien. Simplement, ayez toujours avec vous un sac rempli d'aimants de cuisine, et jetez-les à la figure, enfin plus exactement, dans le sabre plasma de Dark Vador. Effectivement, si un champ magnétique est capable de confiner un plasma, un champ magnétique supérieur va perturber ce confinement et va répandre le plasma là où il ne devrait pas être, là où, en dehors de sa zone de confinement prévue. Dark Vador, avec son sabre plasma, évidemment, si vous lui jetez tous ces aimants à la figure, ou plus exactement dans son sabre plasma, eh bien le déconfinement risque de lui griller le visage, et donc c'est extrêmement facile en réalité de battre Dark Vador. Il faut lui jeter beaucoup d'aimants à la figure. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'être un Jedi, il suffit d'avoir des aimants dans la poche. Et des aimants puissants, idéalement. Alors voilà pour le sabre plasma, je suis déjà à 1 heure, donc vous voyez, je suis extrêmement bavard. Et alors on va parler quand même de l'étoile de la mort, et mener notre petite enquête sur l'étoile de la mort, pour vous montrer qu'on peut discuter de Star Wars, comme on l'a fait jusqu'à présent, élaborer des possibilités, et puis on peut aussi chiffrer, mettre des nombres dedans, vraiment. Alors, question, quelle est sa taille? D'où vient l'énergie de son turbo-laser? C'est le nom, en tout cas le nom francisé de l'engin du laser, du faisceau lumineux qui est émis par l'étoile de la mort et qui détruit les planètes. Et puis, encore une fois, d'où vient l'énergie? Ça, en physique, c'est un problème récurrent. L'énergie, c'est ce qui permet de transformer, d'agir sur les systèmes. Si vous n'avez pas l'énergie, ça ne se fera pas. Et en plus, il faut parfois avoir l'énergie en un temps assez bref. Il ne faut pas avoir la puissance nécessaire. L'énergie par unité de temps. La plupart des inventions qu'on voit dans la science-fiction, ou d'inventeurs farfelus, les gens qui imaginent par exemple les machines à mouvement perpétuel ou des choses comme ça, toutes ces machines-là, en général, on peut les mettre à bas, on peut les rendre obsolètes ou montrer qu'elles ne fonctionnent pas par des raisonnements énergétiques, en se posant la question d'où vient l'énergie, et en montrant que l'énergie nécessaire au fonctionnement de la machine n'est pas là. C'est par exemple comme ça, et pour d'autres raisons que je vous ai exposées, c'est notamment comme ça qu'on peut se rendre compte qu'un sabre laser, ça ne fonctionne pas. Alors d'abord, une petite image marrante. Regardez le satellite MIMAS, qui est un satellite de Saturne. Remarquez la stupéfiante analogie, la stupéfiante coïncidence avec l'étoile de la mort. Hypothèse, MIMAS, c'est une étoile de la mort fossilisée. Taille de MIMAS, 400 km.
Ça vous donne une idée peut-être de l'étoile de la mort. Enfin, en tout cas, c'est une première enquête qu'on peut, une première indice. Ça ne veut pas. C'est assez. J'ai trouvé cette coïncidence assez amusante. Alors Mimas, il y a un très très gros cratère qui a frappé le satellite. On voit que l'échelle, c'est à peu près un tiers du rayon. Enfin, c'est un énorme cratère qui est à la surface de Mimas. Donc, qui est un satellite de la planète Saturne. Alors, pour trouver l'étoile de la mort, c'est très facile. Il y a une chose quand même qu'on peut faire dans Star Wars et qu'on ne peut pas faire, que ne peuvent pas faire les astrophysiciens, c'est appuyer sur pause. Nous, on ne peut pas appuyer sur pause. Hein. Ça arrive et ça se déroule dans le temps. On peut appuyer sur pause et faire des mesures, sortir son double décimètre. On fait sur pause et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'épisode 6, où l'on voit l'amiral Akbar en train d'expliquer comment on va attaquer l'étoile de la mort, la seconde étoile de la mort, qui est en construction autour de la planète Endor. L'étoile de la mort, c'est le petit point rouge qui est là-haut, et Endor, la sphère verte. Alors on prend son double décimètre et on fait la mesure, c'est aussi simple que ça. Et on trouve que la taille de l'étoile de la mort, c'est 1/12e de la taille d'Endor. Voilà, c'est fini. On va dire, qu'est-ce qu'il nous fait le hook là? Il se moque de nous. Pas tout à fait, mais un peu. Effectivement, pourquoi cette réponse n'est-elle pas satisfaisante? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est Endor. J'ai répondu, j'ai donné une réponse, 1/12e de Endor, mais je me suis rattaché à ce qu'en physique on appelle un système d'unité, le système d'unité Endor, qui est inconnu. Alors je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais c'est pour dire qu'en physique, l'élaboration des systèmes d'unité a été un point extrêmement important dans l'histoire de la physique pour que les physiciens de tous les pays et de toutes les cultures et de tous les temps puissent échanger, comparer leurs mesures, comparer leurs données sur des phénomènes particuliers. Donc ça pose ça le problème des unités en physique, qui est un problème extrêmement intéressant, et de la métrologie en physique. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça pourrait être approfondi. Donc maintenant, combien ça vaut Endor dans des unités quotidiennes, en kilomètres par exemple? Comme ça, je pourrais dire Endor vaut tant de kilomètres, et donc la taille de l'étoile de la mort, c'est tant de kilomètres. Alors on peut se livrer pour ça une petite enquête et faire quelques remarques. Les rebelles se posent sur la planète Endor pour aller détruire le bouclier qui protège l'étoile de la mort. Ils se déplacent sur cette planète et ils ont des mouvements qui sont aisés. J'entends par là qu'ils ne font pas des grands bonds, comme on l'a fait, comme les astronautes l'ont fait sur la Lune, quand ils s'y sont rendus. Des grands bonds, pourquoi des grands bonds? Parce que sur une planète de gravité faible, on a l'impression de peser moins, on a l'impression d'avoir une masse plus faible, et donc les mouvements, nos muscles qui sont taillés pour une gravité terrestre, se retrouvent sur la Lune avec une gravité 6 fois moindre, et on se retrouve comme Superman finalement. D'ailleurs, incidemment, pour parler de Superman, c'est l'une des raisons évoquées pour expliquer la force de Superman. Superman vient de la planète Krypton, qui est une planète à gravité supérieure à celle de la Terre, et du coup, sur la Terre, ses muscles, qui sont finalement suradaptés, lui donnent des capacités extraordinaires. Et on peut mener l'enquête. Quelle est la gravité de Krypton? La réponse est 30 fois la gravité terrestre. Alors la gravité de Endor doit être voisine de la gravité à laquelle sont habitués les rebelles. On va dire la gravité de la Terre. Ils ont une forme, ils ont une apparence humanoïde, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, et en plus, une configuration humanoïde. Donc elle ne peut pas être trop faible, sinon il ferait des grands bonds pour marcher. Elle ne peut pas être non plus trop forte, car sinon il serait écrasé par la gravité de la planète Endor. Deuxième argument, deuxième indice, ils sont capables de respirer sur la planète Endor sans appareillage particulier. Ce qui veut dire 2 choses. Première chose, l'atmosphère est respirable. Elle a une composition qui convient aux poumons des rebelles. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous allez au sommet de l'Everest, vous allez respirer l'air de la Terre, qui est normalement respirable pour chacun d'entre nous, mais vous aurez quand même quelques difficultés pour marcher. Parce que vous aurez si peu d'oxygène, en fait la pression qui règne au sommet de l'Everest est si faible, en gros 1/3 de la pression qui règne au niveau de la surface de la Terre, enfin surface de la mer, au niveau de la mer, excusez-moi, 1/3 de la pression au niveau de la mer. La pression est si faible que vous ne pourrez pas, à chaque bouffée d'oxygène, bouffée d'air, absorber suffisamment d'oxygène. Donc que l'atmosphère soit respirable, c'est une chose, mais il faut en plus qu'elle soit suffisamment dense, que la pression atmosphérique soit suffisante. Et qu'est-ce qui fixe la pression atmosphérique? La quantité de matière qui forme l'atmosphère, combien de gaz et la gravité de la planète, encore une fois.
si la gravité est forte, la pression atmosphérique sera plus forte que si la gravité est faible. Exemple sur Mars, qui est une planète à petite gravité, eh bien la pression atmosphérique est, je crois, un 150e de la pression atmosphérique terrestre. Autre effet de la gravité, elle retient l'atmosphère. Gravité faible, faible capacité de rétention de l'atmosphère qui, sous l'effet du chauffage solaire, du rayonnement solaire incident, va s'évaporer, va s'échapper, peut s'échapper de la planète. Et une gravité importante, de ce point de vue-là, permet de garder son atmosphère plus longtemps. Si l'on retient l'hypothèse que les Ewoks que l'on voit sur Endor est une forme de vie indigène qui a évolué depuis les premiers êtres unicellulaires jusqu'aux êtres, disons, complexes, comme les Ewoks, enfin complexes, toute proportion gardée, mais enfin quand même, ce sont des êtres multicellulaires qui sont certainement intelligents, enfin ça ressemble à quelque chose qui est quand même des êtres évolués, hein, c'est certain, par rapport aux bactéries. Si l'on retient l'hypothèse que ces êtres sont des êtres indigènes, qu'ils ont évolué, qui sont le résultat de l'évolution biologique sur Endor, il a fallu qu'ils puissent respirer cette atmosphère et il a fallu que la vie puisse se développer et ça prend, en tout cas c'est ce qu'on constate sur Terre, au bas mot, 2 à 3 milliards d'années entre les premiers êtres unicellulaires, qui sont en fait très anciens, dès, pense-t-on, 700 millions à 800 millions d'années après la formation de la Terre. Jusqu'à maintenant, il a fallu plusieurs milliards d'années pour aboutir, disons, aux êtres complexes. D'une atmosphère qui tient 2 à 3, 4 milliards d'années, ça nécessite une gravité qui n'est pas trop négligeable. Mars, encore une fois, avec une gravité égale à 38% de la gravité terrestre, a été incapable de retenir longtemps sa gravité, son atmosphère, et du coup, c'est devenu une planète stérile. Et puis enfin, mais ce dernier argument, bon je saute, c'est un argument qui permet de déterminer le rayon qui n'est pas très important, qui est un peu arbitraire. Disons, celui-ci est un peu arbitraire. La densité moyenne de la planète. Avec tous ces indices-là, on peut les chiffrer, hein, c'est-à-dire on peut fixer des bornes et trouver un intervalle dans lequel doit se situer la gravité d'Endor, et pas en dehors. Cet intervalle, il est pas très large, hein, il est entre 1,5 et 80, entre 0,5 et 0,8 gravité terrestre. Moi, j'ai pris le milieu, alors là, il y a une part d'arbitraire, hein, j'ai pris le milieu de cet intervalle, et on trouve une gravité, si on prend une gravité d'Endor qui est de l'ordre des 2/3 de la gravité terrestre, on obtient un rayon d'Endor qui est égal à 70% du rayon de la Terre, qui fait 6400 km, et on obtient pour la taille de l'étoile de la mort un 12e de 70% de 6400 km. Donc voilà, tout calcul fait, à peu près 375 km, qui est de l'ordre de grandeur de la taille, j'ai calculé ça de tête vite fait, hein, qui est de l'ordre de grandeur de la taille de Mimas, c'est ça qui est assez marrant aussi avec Mimas, et qui est aussi de l'ordre de grandeur de la taille du deuxième plus gros astéroïde du système solaire. Donc la taille de l'étoile de la mort, c'est un astéroïde. C'est quand même un bel objet. Hein. Pour un artefact, pour quelque chose qui est construit, c'est quand même un remarquable engin. Enfin, on s'en doutait un peu avant, mais là, c'est définitivement sûr. Donc voilà la taille de l'étoile de la mort, uniquement par la physique et l'observation, l'expérimentation presque, j'ose dire, sur le film. Alors maintenant, d'où vient l'énergie du turbolaser? D'abord, de quelle énergie il a besoin? Alors le voilà en action, le turbolaser. On voit 7 faisceaux lumineux verts, je crois 8 faisceaux lumineux verts qui convergent et qui en forment un seul. Alors je laisse à votre sagacité le système de la détermination du système optique capable de faire ça. Je n'en ai pas trouvé personnellement, mais on peut imaginer des choses certainement. En tout cas, ce faisceau frappe la planète Alderaan et la détruit dans une explosion qui est en dessous. Que faire pour détruire une planète? Bon, question cruelle, mais qu'on peut chiffrer, en tout cas du point de vue d'énergie nécessaire. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui donne la cohésion aux atomes, à la matière de la planète? Qu'est-ce qui fait que la matière d'une planète reste ensemble plutôt que s'éparpiller bêtement dans l'espace? Encore une fois, c'est la force de gravité. Il n'y a pas que ça, il y a la force électromagnétique, joue un rôle aussi pour les planètes, mais qui est un rôle du même ordre de grandeur pour les planètes. Pour les étoiles, ça n'est que la gravité. Pour les objets très massifs, comme les étoiles, il n'y a que la gravité qui fixe la cohérence. Pour les astres, comme les planètes, c'est essentiellement la gravité. Pour les petits corps, comme les astéroïdes, c'est essentiellement la force électromagnétique. Et pour les corps de petite taille, comme nous, ou comme tous les objets qui nous entourent usuellement, c'est exclusivement la force électromagnétique qui donne la cohérence qui donne la cohérence à ces objets. Donc une planète, c'est la force de gravité.
Pour détruire une planète, il faut fournir l'énergie de liaison, fournir l'énergie de gravité, l'énergie qui lie les atomes entre eux. Et cette énergie, elle est fournie par la gravité des atomes entre eux. Petite formule pour ceux qui savent, mais ce n'est pas très grave si on ne la connaît pas, et même si on l'oublie. Il faut savoir en gros qu'une planète, plus elle est massive, plus elle sera liée, plus elle sera dure à casser, plus elle est petite, à masse donnée, plus elle sera difficile à lier. Si on met des chiffres pour la Terre, on obtient que l'énergie de liaison, l'énergie à fournir pour séparer tous les atomes de la Terre jusqu'à l'infini, c'est ça détruire une planète en physique, c'est prendre tous les atomes individuellement et les répartir à l'infini. Il faut fournir à peu près 2 à la 10 fois 10 puissance 32 joules. C'est beaucoup. Il faut se rendre compte que l'humanité consomme une énergie à peu près de 4 10 puissance 20 joules en une année. Donc ça représente 2 10 puissance 32, ça représente à peu près 50 milliards, non 500 milliards, excusez-moi, 500 milliards d'années de consommation humaine d'énergie. C'est beaucoup. Donc ça va. De ce point de vue-là, on n'est pas prêt de détruire complètement la Terre. On va mettre un sacré bazar. Ça, c'est facile. Il suffit de polluer, mais la détruire totalement, ça va. On n'est pas encore là. Le Soleil, lui, rayonne 10 puissance 26 joules en une seconde. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut à peu près 1 million de secondes de rayonnement solaire. 1 million de secondes, c'est une dizaine de jours, une douzaine de jours. 12 jours de rayonnement de tout le Soleil, vous collectez tout ça, et vous jetez ça sur une planète, ça la détruit. Ça peut la détruire. Il faut l'acheter proprement, c'est tout le problème technique est là, mais si vous savez faire ça, il n'y a pas de problème, la planète elle est écrabouillée. C'est beaucoup. Ça veut dire que déjà, vous voyez que le générateur d'énergie qui est derrière l'étoile de la mort, c'est déjà quelque chose comme une étoile. 12 jours de fonctionnement d'une étoile. C'est pas entièrement négligeable. Ou une étoile, une seule, mais 12 fois plus brillante que le Soleil. Et donc plus massive et plus grosse que le Soleil. Mais alors le point, c'est que fournir l'énergie de liaison, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous fournissez ça d'un coup, poum, en une fraction de seconde. La planète explose, rentre en expansion. Sa matière se répand dans l'univers jusqu'à l'infini. En combien de temps elle va se répandre? Alors, jusqu'à l'infini, en un temps infini. Mais à quelle vitesse elle va se répandre? On peut trouver ce nombre-là, qui est très exactement la vitesse de libération de la planète. C'est-à-dire la vitesse qu'une fusée, à la surface de la planète, encore existante bien sûr, doit atteindre pour quitter définitivement la surface de la planète. Pour le cas de la Terre, si on compare Alderaan à la Terre, c'est à peu près 10 km par seconde, un petit peu plus, 11,2 km par seconde. On va prendre 10 km par seconde. Donc la planète, en explosion, s'étend, en expansion, s'étend à une vitesse de 10 km par seconde. La planète qui faisait quelque chose comme 6000 km de rayon, en 600 secondes, elle aura fait 6000 km. Son expansion aura fait 600 km fois 10 km par seconde. Aura fait, excusez-moi, 600 secondes fois 10 km par seconde, 6000 km. Tout le monde suit? Non. La réponse, c'est 600 secondes. 600 secondes. 10 minutes. C'est-à-dire que la planète, elle va doubler son rayon en 10 minutes. Donc vous êtes Dark Vador, dans votre vaisseau. Vous appuyez sur le bouton. Ah ah, je vais détruire Alderaan. Vous appuyez. Paf! En une seconde, vous avez initié le processus. Le faisceau laser est arrivé, boum, c'est parti. 10 minutes plus tard, la planète a doublé le rayon. 10 minutes plus tard, elle a encore ajouté 6000 km, elle a triplé le rayon. En 30 minutes, ça y est, la planète, elle commence à faire 4 fois sa taille initiale. 30 minutes. Vous êtes là à regarder le spectacle, c'est pas du tout spectaculaire. Enfin, au bout de 30 minutes peut-être, mais pas au bout de 3 secondes. Les méchants, c'est bien connu, sont pressés. Ils appuient sur le bouton, il faut que ça pète. Donc, vous ne devez pas fournir que l'énergie de liaison, qui vous donnera une expansion assez molle. Vous devez aussi fournir l'énergie d'expansion, l'énergie nécessaire à motiver une expansion à grande vitesse. Et à quelle vitesse? Alors ça, on peut le mesurer aussi sur le film. À l'époque des VHS, quand j'ai fait ça, c'était assez pénible. À l'époque des DVD, c'est beaucoup mieux. On fait image par image. On regarde Alderaan avant l'explosion, et on regarde image par image comment se propage l'explosion, 24 images par seconde. On fait des petites mesures. On dit au bout de combien de secondes, par exemple, la planète aura-t-elle doublé de rayon? Et puis on fait l'hypothèse que Alderaan a un rayon qui est voisin de celui de la Terre, de 6400 km. On constate que Alderaan, elle double de rayon en quelque chose comme une seconde, un peu moins même d'une seconde, donc très vite. Ça veut dire que la vitesse d'expansion
n'est pas 10 km par seconde, comme quand on fournit le minimum vital, si je veux dire, pour détruire la planète, mais 10 000 km par seconde. Et ça va coûter cher. Parce que l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, elle varie comme le carré de la vitesse. 2 fois plus vite, 4 fois plus d'énergie. C'est pour ça que quand il y a des collisions de voitures à 120 km par heure de vitesse relative, il y a 4 fois plus d'énergie dégagée dans le choc qu'à 60 km par heure. Et donc, il n'est pas conseillé de rentrer dans un mur à 120 km par heure, ni à 60 d'ailleurs, mais à tout prendre, choisissez 60. Hein. Donc, plus on va vite, plus il faut d'énergie, et il en faut pas 2 fois plus vite pour aller 2 fois plus vite, pas 2 fois plus d'énergie, excusez-moi, pour aller 2 fois plus vite, il en faut 4 fois plus. Et là, on ne parle pas de 2 fois plus, on va à 10 000 km par seconde au lieu de 10 km par seconde. Il y a un facteur 1000 au carré, ça fait 1 million. Donc tout à l'heure, on parlait de 1 million de secondes, 12 jours de rayonnement de tout le Soleil. Maintenant, on va plutôt parler de 12 jours de 1 million de Soleil. D'accord ? Pour faire ce qu'on voit. On appuie sur le bouton, on balance ça, et boum, à 10 000 km par seconde, là, effectivement, en 1 seconde, la planète, elle a déjà doublé de taille. C'est assez clair, la planète est bousillée tout de suite. C'est l'évidence. Et donc, Dark Vador est content. Enfin, oui, il est content. C'est ça, les méchants, ils sont contents du malheur des autres. Voilà, alors on peut chiffrer ça plus précisément. Enfin là, je vous ai fait un calcul, élaboré un calcul en ordre de grandeur. On peut faire un ordre de grandeur plus précis, si j'ose dire. On obtient une puissance, en fait, réelle de l'ordre de quelques centaines de milliers à 1 million de luminosité solaire. Voilà ce que le générateur de l'étoile de la mort doit fournir pendant 10 jours. Pour 10 jours, ça veut dire que vous ne pouvez pas détruire une planète plusieurs fois dans la journée, ni même plusieurs fois dans la semaine. Hein. C'est une fois tous les 10 ou 12 jours. Enfin, c'est suffisant, hein, quand même. Il n'y a pas de rébellion quand même tous les 12 jours dans la galaxie. Mais enfin, quand même, il y a beaucoup d'étoiles et beaucoup de planètes. Donc, bon. En tout cas, voilà. Vous ne pouvez pas détruire une planète plus souvent qu'une fois tous les 10 jours, même si vous disposez d'un générateur qui produit autant d'énergie, autant de puissance que 100 000 à 1 million de fois le Soleil. Problème. Quelque chose qui produit 1 million de fois la luminosité solaire, c'est une étoile, enfin, si on reste dans le registre des étoiles, qui pèse 60 fois la masse du Soleil, dont le rayon est plusieurs fois supérieur à celui du Soleil, et qui est sensiblement plus grosse que l'étoile de la mort, qui, rappelons-le, fait 400 km de taille. Ça, c'était utile d'avoir sa taille, parce que maintenant, on sait que c'est quand même beaucoup plus petit que le Soleil. Encore un problème d'énergie, on veut beaucoup d'énergie dans un tout petit volume, comme le sabre laser, comme à peu près toutes les choses qui ne marchent pas en science-fiction. Beaucoup d'énergie, trop d'énergie, dans un trop petit volume. Alors, je saute sur ça. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. Oui, donc voilà. D'où elle sort. Alors, en quelques mots quand même, parce que je ne vais pas vous laisser sur votre faim, et puis après, quand même, j'ai fait déjà 1h15 que je suis parti. D'où elle peut tirer cette énergie-là? Donc, c'est manifestement pas la fusion thermonucléaire, qui est à l'origine de la grande durée de vie des étoiles. Les étoiles brillent, non pas parce qu'elles ont des réactions nucléaires en leur centre, les étoiles brillent parce qu'elles sont chaudes, tout simplement, comme les filaments d'ampoule et comme les gaz chauds en général. Les étoiles brillent parce qu'elles sont chaudes, mais elles brillent depuis si longtemps. Le Soleil brille depuis environ 4,56 milliards d'années, ce qui est une très longue période, parce que cette énergie qui s'échappe du Soleil sous forme de lumière est constamment remplacée par l'énergie produite par les réactions de fusion thermonucléaire que se déroulent en son sein. Une étoile, c'est gros comme une étoile. C'est une tautologie, mais ça ne rentre pas dans l'étoile de la mort. Donc, ce n'est pas la fusion. On pourrait se dire, comme on entend parfois en science-fiction, c'est l'antimatière. Ça, c'est un mot magique en science-fiction, l'antimatière. Effectivement, si on met en présence de la matière et de l'antimatière, les deux vont s'annihiler, vont se convertir entièrement en énergie, c'est-à-dire que la réaction matière plus antimatière est totale et convertit toute la matière en énergie. Toute l'énergie de masse, c'est-à-dire une quantité considérable. Hein. L'énergie de masse, c'est à peu près 10 puissance 17 joules par kilogramme. 1 kilogramme de sucre, 1 kilogramme de n'importe quoi, d'ordinateur portable ou de bois, si vous réussissez à la convertir entièrement en énergie, cette masse d'1 kilogramme, ça vous donne 10 puissance 17 joules. Autrement dit, si vous êtes capable de faire ça, la masse d'un gros camion suffit à fournir l'énergie à toute la population humaine pendant 1 an. D'accord ? Quelques ordres de la tonne de matière. On est assez loin d'être capable de faire ça pour l'instant. En tout cas, si vous dites j'ai de l'antimatière sous la main et je vais la faire réagir avec de la matière,
Ça sera sous forme extrêmement compacte, hein, vous disais-je, puisque la réaction est totale et toute la masse est convertie en énergie. Il faut quand même quelque chose comme quelques fois la masse de l'étoile de la mort et quelques fois son antimasse stockée dans l'étoile de la mort pour que cette réaction produise l'énergie nécessaire. Donc on voit que c'est plus compact qu'une étoile, mais ça reste quand même des choses grosses au regard de l'étoile de la mort. Alors le seul truc que j'ai trouvé, mais bon, c'est pas facile non plus, ce serait d'extraire l'énergie de rotation d'un trou noir, qui est un stade ultime de compression de la matière, si j'ose dire. Un trou noir de à peu près 100 masses terrestres fait 1 mètre de diamètre, donc vous voyez, il tient là. Enfin, il fait 100 fois la masse de la Terre quand même, hein. Donc bon, il se passe des choses dans l'environnement du trou noir, mais il tient là, dans la pièce. Et s'il est en rotation suffisamment rapide, on peut extraire son énergie de rotation. Il y a un physicien qui s'appelle Penrose, un physicien anglais très célèbre, physicien théoricien, qui a montré qu'on pouvait extraire l'énergie de rotation d'un trou noir. Et donc on peut imaginer peut-être que ça se passe comme ça, pourvu que ce trou noir soit pas trop gros et suffisamment en rotation suffisamment rapide pour que l'énergie de rotation du trou noir donne, par exemple, la possibilité à l'étoile de la mort de tirer 10 fois, de détruire 10 planètes. Donc en plus, c'est même pas un tir permanent, tout le temps, c'est un pistolet à 10 coups. L'étoile de la mort, ce serait un pistolet à 10 coups dans ce cas-là. Et c'est déjà assez difficile à faire. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans plus de détails, ça fait déjà 1h20 que je parle. Donc je vous remercie de votre attention. J'ai encore des tas de choses en réserve, vous avez vu. Bon voilà, donc on peut discuter de tout ce qui vous passionne sur Star Wars, sur la science. Et voilà, merci de votre attention.